L'échiquier international, soyez les bienvenus. Une émission spéciale de 52 minutes pour évoquer deux sujets phares de ces dernières 24 heures. La lutte de l'Algérie contre le terrorisme. L'Algérie, par la voix de la secrétaire d'État algérienne des chargées africaines, Salma Barta Mansouri, à l'ouverture des travaux de l'atelier continental, plaide pour une stratégie continentale de lutte contre le terrorisme. L'insécurité, phénomène transfrontalier et n'est plus circonscrit à une zone précise, doit mener forcément une dynamique globale, ce à quoi veut travailler l'Algérie. Et puis en seconde partie d'émission, nous nous déplacerons en Amérique du Sud, le Chili, pour être précis, avec la victoire du candidat étiqueté d'extrême droite José Antonio Cast. On s'arrêtera bien entendu sur les causes et plus globalement on essaiera de mieux cerner ce phénomène qui traverse l'ensemble du continent africain, à savoir le succès de la droite dure face à des gauches qui ont du mal, en tout cas de plus en plus de mal à convaincre. A tout de suite pour en parler. Premier sujet du jour, l'Afrique et surtout la région sahélienne face au phénomène du terrorisme qui prend de l'ampleur. La réponse idoine plaidée par l'Algérie est forcément continentale. C'est en tout cas ce qui est ressorti de l'ouverture des travaux de l'atelier consacré à l'étude du plan d'action stratégique continentale de lutte contre le terrorisme. Mais pour en parler de ce premier thème, on reçoit tout d'abord Hassan Kassimi, géopolitologue et spécialiste de l'immigration sur la bande sahélienne. Bonsoir Hassan Kassimi, merci d'être des nôtres. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. Toujours un plaisir. Saluons également Karim Belgassem, analyste en stratégie internationale et professeur, qui est à Lyon. Bienvenue Karim Belgassem. Bonsoir Karim, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour votre invitation. Alors, ne perdons pas une seconde. Hassan Kassimi, les États africains et particulièrement sahéliens, comme au niveau des trois frontières, qui observent de plus en plus le phénomène du terrorisme qui semble en constante mutation, un phénomène qui pose beaucoup de questions puisqu'il combine à la fois la criminalité organisée, les économies illicites et le trafic illégal de ressources, en plus de l'exploitation croissante des dernières technologies, des technologies modernes. En plus de la fragilité de certains États en Afrique, le terrorisme, on le voit, prend de plus en plus de l'ampleur et promis à davantage de renforcement. Effectivement, vous avez raison de souligner l'ampleur de ce phénomène qui ne cesse de s'étendre et de menacer un peu la sécurité, la stabilité, de menacer les populations. Et vous savez que si on doit faire un petit rappel historique au sujet des travaux qui se sont déroulés à Alger durant ce mois et le mois passé, on a eu deux réunions très très importantes. La première réunion qui s'est tenue, c'est le processus d'Oran. C'est un processus qui a été bien sûr sanctuarisé par l'Algérie et qui permet de réunir à Alger les plus grands experts pour parler de paix et de sécurité et de parler aussi des menaces environnantes qui se développent et bien sûr et qui constituent la feuille de route et un agenda de tous les États du continent africain. C'est la première réunion. L'objectif est de parfaire, renforcer le processus de paix et de sécurité sur le continent africain en améliorant tous les dispositifs et les mécanismes qui ont été mis en place. Et vous avez la dernière réunion qui s'est tenue il y a quelques jours, une réunion consultative des experts africains en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, ce sont des experts qui sont venus de différentes régions du continent africain, différentes institutions continentales et régionales. Et là, je voudrais rappeler quelques points très importants. La communication de Madame Salma Barta Mansouri, qui est secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et qui a rappelé dans son allocution, qui a été faite lundi passé d'ailleurs, c'est récent, qui réitère l'engagement de l'Algérie et les responsabilités envers les responsabilités africaines et historiques en matière de lutte contre le terrorisme. Et là, bien sûr, elle a mis l'accent sur la nécessité d'agir rapidement et de manière
collective pour garantir ce fameux développement durable à l'horizon 2061. Vous devez savoir que ce sont des défis. Le développement durable, ce sont les défis de l'agenda 2061 de l'Union africaine qui doit permettre de sortir de cette impasse actuelle qui fait que l'Afrique, le Sahel, constitue, comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, constitue actuellement, malheureusement, et nous avons le regret de le dire parce que cela est regrettable, que le Sahel constitue, pour ne pas dire l'Afrique, constitue l'épicentre du terrorisme international. Je rappellerai les chiffres qui ont été donnés par Mme Selma Mansouri. 70% des victimes du terrorisme dans le monde se trouvent malheureusement sur le continent africain. Donc, si on doit expliquer un peu pourquoi tant de violence qui se développe sur le continent africain, nous avons plusieurs facteurs. On va y revenir, Hassan Qassimi. On va y revenir dans un instant. Je veux juste poser la question à Karim Belgassem, qui veut réagir sans doute. Juste une précision, c'est que hier, s'est tenu de l'atelier dont parlait Hassan Qassimi, la secrétaire d'État algérienne chargée des affaires africaines Selma Barta-Mansoula a souligné à l'ouverture des travaux de l'atelier consacré à l'étude du plan d'action stratégique continental que pour lutter contre le phénomène continental qui est le terrorisme, les moyens devaient être de la même ampleur, sauf que les États africains, ne serait-ce que sur la bande sahélienne, ne sont pas inscrits à la même enseigne par rapport à l'efficacité et aux moyens et aux outils technologiques pour apporter des réponses concrètes à cette lutte. Effectivement, parce que le terrorisme, on oublie souvent de le rappeler, a muté avec l'évolution des technologies. Il y a eu une mutation, les groupes terroristes ont adapté leurs méthodes à un monde globalisé et numérique. Il y a des technologies qui sont accessibles à bas coût, comme les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle en open source. Il y a une réduction aussi des frontières physiques, puisque les campagnes de propagande, de recrutement ou de levée de fonds n'ont plus besoin désormais de présence physique. Donc, il est parfois difficile pour certains États de lutter contre cette nouvelle forme de terrorisme, avec aussi la diversification et la sophistication des financements. On peut parler à la fois des crypto-monnaies et de toutes les plateformes numériques et réseaux sociaux, tels que des appels à la charité, des ventes de biens et les économies locales parallèles. Donc, il est non seulement difficile pour certains États africains de lutter contre ces nouvelles formes de terrorisme en s'alliant avec l'évolution de ces technologies dont ces groupes terroristes sont assez friands et les maîtrisent par ailleurs parfaitement bien. Hassan Qassimi, certains États africains et d'autres officines au niveau du continent, même ailleurs, qu'on ne nommera pas, ont répandu des rumeurs sur les liens entre le phénomène du terrorisme et l'Algérie. Quand on sait le drame qu'a touché notre pays dans les années 90, en plus du travail accompli en ce moment même, je veux parler par exemple de la rencontre, il y a 4 jours, la rencontre mixte algéro-tunisienne de coopération où la sécurité était un volet important, il y a 4 jours donc à Tunis. Qui a intérêt, selon vous, de répandre ces fausses rumeurs sur l'Algérie? Pourquoi? À quel but? Et qui est derrière? Vous savez que ceux qui sont en train de s'attaquer à l'Algérie en répondant des fake news et des rumeurs un peu qui tentent par tous les moyens illégaux et immoraux de porter atteinte à la crédibilité et à l'honneur de l'Algérie sont connus. C'est le Maroc, c'est les Émirats arabes unis, c'est les groupes d'extrême droite de France qui se mobilisent et conjuguent ensemble leur action maléfique à l'égard de l'Algérie. Mais là, pour revenir un peu, pour sortir des fake news et sortir de cette propagande et cette médisance qui se développe par certains acteurs qui ne font que se décrédibiliser, se déshonorer en se comportant en homme de véritables délinquants et des criminels. Vous devez savoir que c'est l'Algérie, c'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été désigné par l'Union africaine pour être le coordonnateur en matière de lutte contre, bien sûr, le terrorisme et l'extrémisme. Donc ça, c'est un point très important. Président de la République, coordonnateur de l'Union africaine,
et du dossier en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Et là, ça c'est une réponse un peu de l'Union africaine à ces petits acteurs de la subversion et ces petits acteurs qui passent leur temps à dénigrer l'Algérie alors que l'Algérie continue à travailler, à avancer, à développer, à mobiliser et bien sûr à financer, parce que l'Algérie finance beaucoup les mécanismes qui ont été mis en place par l'Union africaine. Je vous donne l'exemple du mécanisme de l'évaluation par les pairs des États africains. C'est un mécanisme qui était sur le point de fermer les portes si ce n'était pas l'apport de l'Algérie qui a financé à concurrence d'$1 million pour permettre à cette institution, d'ailleurs qui est stratégique, d'évaluation des politiques publiques des États africains pour permettre un peu de corriger un peu tous les dysfonctionnements, permettre d'améliorer les gouvernances, permettre de lutter de manière plus efficace contre toutes les menaces qui se développent, criminalité transnationale, terrorisme, groupes armés et autres formes de criminalité qui sont là et qui persistent et qui se développent malheureusement sur le territoire. Donc voilà, l'Algérie est au premier plan de l'action de lutte contre le terrorisme. Cela dérange, on le comprend. Cela, bien sûr, provoque des réactions devant, bien sûr, provoquer le repli de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la criminalité. Et ceux qui organisent ce genre de propagande contre l'Algérie, ce sont eux qui sont les parrains du terrorisme en Afrique et dans le Sahel, et on le sait que l'argent du hashish sert à financer des groupes armés, sert à financer des groupes terroristes, sert à financer le troc entre la cocaïne et le hashish, et aussi sert aussi à transporter les psychotropes qui sont revendus un peu sur tout le continent africain. Donc vous voyez que quand on attaque l'Algérie, c'est pour un peu faire de la diversion et de tourner les regards pour ne pas pointer du doigt le Maroc qui est le véritable acteur de déstabilisation et de la subversion sur le continent africain. Il est en train d'inonder d'ailleurs toute l'Afrique occidentale de son hashish, tout le Sahel. Il inonde pratiquement tout l'Europe du hashish, mais en Europe, les réseaux de trafic de hashish sont tellement puissants, tellement forts, qu'ils ont réussi à mobiliser de hautes personnalités politiques, de hautes personnalités de partis de l'extrême droite, qui, dans les caisses, dans la trésorerie, est fortement alimentée par l'argent du hashish. Alors, vous avez parlé des solutions proposées ou évoquées par l'Algérie, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce sont des raisons, des outils, des solutions concrètes, comme les mécanismes continentaux, comme le Fonds spécial de lutte contre le terrorisme, où l'Algérie finance, bien entendu, ce fonds spécial. Il y a également la proposition d'un mandat d'arrêt africain, donc c'est une solution aussi concrète, où les juridictions africaines se mettraient au diapason pour freiner ou canaliser le phénomène du terrorisme. Et il y a également une activation du sous-comité du Conseil de paix et de sécurité chargé du terrorisme. Voilà, il y a plusieurs plateformes, plusieurs mécanismes. Mais Hassan Qassimi, on se le dit franchement, une entente sahélienne, mettre en place une politique commune, même sur l'échelle africaine, pour lutter contre le terrorisme, puisque on l'a dit, c'est un phénomène transfrontalier. Qu'est-ce qui bloque, selon vous, une telle entente, que ce soit au niveau du Sahel ou au niveau de l'Afrique? Pourquoi ça ne s'est pas concrétisé dans le temps, et pourquoi ça ne se concrétise pas plus rapidement, selon vous? Je vais vous dire une chose, que le continent africain est un continent, sur le plan géographique, immense. Il représente à peu près 30 millions de kilomètres carrés, et des ressources et des territoires qui sont vierges, sur lesquels des matières premières, et un continent qui regorge de matières premières, et qui malheureusement, un continent qui fait l'objet de convoitises, et qui est l'objet actuellement
de confrontation sur le plan supranational entre divers acteurs politiques qui tentent par tous les moyens, malheureusement, qui ne s'inscrivent pas dans le processus de développement durable qui a été arrêté et adopté par l'Union africaine. Vous devez savoir qu'on peut envisager, bien sûr, une coopération d'égal à égal entre le continent africain et d'autres, bien sûr, partenaires économiques et les grandes nations, les grandes puissances, sans pour autant remettre en cause la sécurité et la stabilité de tout le continent africain. Il y a des volontés de vouloir empêcher l'Afrique d'aller vers la réalisation de ses objectifs stratégiques. Il y a une volonté de vouloir empêcher la construction de l'État en Afrique. Il y a une volonté de vouloir morceler les États africains. Et vous avez vu dernièrement la France donner refuge à une association culturelle qu'on appelle le CMAC, inscrite en droit français, et bien sûr prise en charge par le parrainage des autres autorités politiques françaises. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Des autres autorités politiques françaises qui ont joué double jeu sur ce dossier et qui ont actuellement mis en place ce MAC qui est, je peux considérer comme étant une organisation française, une légion étrangère française dont l'activité principale est une activité politique subversive qui s'attaque principalement à l'Algérie, à ses intérêts. Et là, interdire une telle réunion à Paris, puis l'autoriser quelques heures après, cela pose bien sûr beaucoup de questions. Et on se dit que actuellement et ouvertement, publiquement, la France affiche ses intentions. Elle affiche, qui était d'ailleurs cachée parce qu'elle joue au double jeu, de vouloir déstabiliser et morceler l'Algérie. Mais là, croyez-moi, que l'Algérie est un grand pays, un pays puissant, un pays influent, qui a une armée très puissante, qui a une police et des services de renseignement de haut niveau et qui dispose des technologies les plus avancées dans le monde, qui ne peuvent absolument pas être inquiétés par de telles, bien sûr, activités subversives qui se développent sur le territoire français. Et là, ça compromet malheureusement toute perspective de normalisation entre l'Algérie et la France dans les conditions actuelles. Et l'Algérie n'a pas encore, sur le dossier du MAC, n'a pas encore dit son mot. Et je suis sûr et je suis certain que des mesures qui seront très sévères, seront prises contre les dirigeants du MAC, contre les militants du MAC, qui seront sans aucun doute interdits d'entrer sur le territoire national, qui seront sans aucun doute interdits d'entrer au niveau des ambassades et des consulats algériens partout dans le monde, qui seront privés des imprimés d'état civil, qui seront privés de leur passeport et de leur carte d'identité, et il y aura des actions judiciaires, bien sûr, pour aller vers l'expropriation des biens de ces terroristes qui sont financés publiquement et qui sont financés par certains acteurs politiques qui ont décidé de faire la guerre à l'Algérie. Et l'Algérie ne se la laissera pas faire. Elle a encore des cartes en main. Et ce sera bien sûr une fin redoutable pour tous ceux qui ont l'intention de continuer à être malveillants à l'égard de l'Algérie. Maintenant, pour revenir, ça c'est un exemple que je vous ai donné concernant cette tentative de vouloir morceler les États africains pour pouvoir un peu les affaiblir et bien sûr les remplacer par des autorités. Hassan Qassimi, oui. Ce que vous êtes en train de nous décrire, en fait, c'est une opération presque mondiale qui vise justement à morceler les États. Ça tombe à point nommé puisqu'il y a 3-4 jours, on a célébré les accords de Dayton. Les accords de Dayton, c'est ce qui a mené au morcellement de la Yougoslavie. Et on a vu à l'époque certaines entités qui voulaient en finir avec un certain héritage d'une Europe socialiste, d'une Europe qui aussi était une héritière de l'Union soviétique. Et on se rappelle à l'époque, l'Algérie aussi avait connu certains problèmes d'insécurité. Est-ce que vous voyez ce même type d'opération aujourd'hui adaptée au contexte qui ciblerait l'Algérie et d'autres contrées en Afrique? Vous savez que l'Algérie elle est dans l'axe Afrique du Sud, Nigeria, Algérie. Ce sont des pays qui sont ciblés. Il y a de fortes actions qui cherchent par tous les moyens illégaux et immoraux à déstabiliser les pays qui peuvent constituer la locomotive en matière de développement, en matière de sécurité
de l'Union africaine. Vous avez vu les réunions et les conférences qui sont organisées à Alger sur l'architecture de paix et de sécurité, sur la lutte contre le terrorisme. La dernière conférence qui a été organisée par l'Algérie, d'ailleurs grandeur, c'était la première conférence sur le colonialisme. Et bien sûr, quand on parle de colonialisme en Afrique, on pointe du doigt la France qui est l'empire colonial qui a fait des ravages sur le continent africain. Et là, bien sûr, morceler ce n'est pas, l'Algérie est à l'abri de ces menaces. L'Algérie, d'abord, n'a pas été morcelée ni par le Congrès de Berlin, ni par le fameux, les accords Sykes-Picot qui ont détruit et morcelé le Moyen-Orient. Les frontières algériennes telles qu'elles existent actuellement, ce sont des frontières qui n'ont pas été tracées d'ailleurs ni par la France, ni par les Ottomans. Et c'est des frontières algériennes qui commencent des frontières de Sirta jusqu'à l'oued Melouia, qui datent pratiquement de 2500 ans à 250 ans, 2 siècles et demi avant Jésus-Christ. C'est le fameux royaume de Massinissa qui est le fondateur de l'État antique de l'Algérie. Donc l'Algérie est une grande nation. L'Algérie est un État ancien, millénaire, et nous avons des institutions résilientes que aucune activité subversive ne peut menacer ni porter atteinte à sa sécurité, à sa stabilité. Actuellement, vous devez savoir que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la mondialisation qui actuellement, malheureusement, elle n'arrive plus à réguler les relations internationales. C'est le chaos, c'est le désordre qui s'installe. Le droit international est battu en brèche, malheureusement. C'est la loi du plus fort. Et cela se fait au détriment de la stabilité. Et certains experts sur le plan économique prévoient des lendemains assez dangereux, puisqu'ils annoncent déjà le retour d'une crise économique avec, bien sûr, une absence de croissance et pas d'absence de perspective en matière de développement. Merci, qui peuvent menacer un peu l'ordre mondial économique et financier des États. Merci Hassan Qassimi. Alors Karim Belgassem, ce que nous dit Hassan Qassimi au fond, c'est cette mondialisation qui a du mal à s'articuler, qui a de plus en plus de mal à s'articuler. On le voit avec les crises économiques, que ce soit en Allemagne, en Angleterre. Et ça touche également le Sahel, sauf qu'au Sahel, il n'y a pas beaucoup d'États-nations qui tiennent, à part l'Algérie. C'est ce qui expliquerait, c'est ce que nous dit Hassan Qassimi, les visées ou les attaques contre notre État-nation qu'est l'Algérie. Bien entendu, l'Algérie dérange. Il y a, comment dire en anglais, un Algerian bashing de part des États voisins. On essaye de déstabiliser l'Algérie à travers des fake news. Je rejoins totalement ce qu'a dit Monsieur Qassimi. On tente de déstabiliser l'Algérie par tous les moyens parce que l'Algérie est un État fort, solide, qui a une certaine influence justement en Afrique et qui a un rôle non négligeable dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette information n'est pas assez relayée, en tout cas en France. Les Occidentaux comme les Américains le savent très bien. Donc l'Algérie est un gage de stabilité et en plus d'être une porte sur l'Afrique, est un certain gage de stabilité. L'Algérie a payé le prix cher quand même par rapport à la décennie noire pour la lutte contre le terrorisme. Donc la stabilité de l'Afrique et du Sahel passe par l'Algérie et son état fort. Et effectivement, les tentatives de déstabilisation de certains pays voisins sont légion. Et dans ce climat qui est de plus en plus incertain, vous évoquez la mondialisation et la situation économique. Je reprendrai le terme du droit international qui n'est quasiment plus respecté, où c'est effectivement la loi du plus fort qui prime. Il est effectivement parfaitement clair qu'il doit y avoir un dialogue d'égal à égal, et que le mot colonisation n'est plus le mot du XXIe siècle. Nous sommes de toute manière convaincus que le XXIe siècle sera le siècle de l'Afrique, de son émancipation. Elle devra sans doute passer encore par des moments, je dirais, un petit peu troubles. On voit ce qui se passe au Guinée-Bissau et puis au Mali. Mais l'Algérie, avec sa stabilisation, avec aussi tous ses moyens militaires et sa diplomatie,
peut servir de relais et puis d'interlocuteur dans ce contexte qui est très troublé, très instable et surtout dans un climat économique qui est de plus en plus difficile. On le voit sur l'Europe, la remise en cause d'un État qui était très puissant comme l'Allemagne du fait de la coupure du gaz russe et de ce changement de paradigme vis-à-vis de la Russie, pays qui est également très critiqué, et il y a aussi un certain Russie bashing effectué contre ce pays par rapport à la guerre en Ukraine. Donc l'Algérie fait figure de pivot et de stabilité. Donc on tente par tous les moyens de la déstabiliser. Donc ce n'est pas étonnant, mais il n'est pas dit que les détracteurs y arriveront, puisque l'Algérie, on va dire, veille au grain et puis surtout obtient des résultats. Donc il y a aussi la crédibilité de l'Algérie qui n'est plus à démontrer. Merci pour ces éclaircissements, Karim Belgassem. On arrive à la fin de notre première partie. Tout de suite, la coupure publicitaire. Mais avant, je voulais remercier Hassan Qassimi d'avoir été des nôtres. Je rappelle qu'il est géopolitologue et spécialiste de l'immigration au niveau de la région sahélienne. Merci d'avoir été des nôtres, Hassan Qassimi. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. On revient tout de suite après cette coupure publicitaire pour parler du second sujet. Il s'agit du Chili et des derniers événements politiques qui ont eu lieu dans le pays. À tout de suite pour en parler. Bienvenue si vous nous rejoignez pour une seconde partie d'une émission spéciale avec un second sujet. Et nous allons parler des derniers événements qui ont eu lieu au Chili, des événements politiques. Et pour cela, nous rejoint Bruno Tessier, géopolitologue et éditeur. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de la victoire du candidat de l'extrême droite au présidentiel chilienne. Son nom, José Antonio Kast, qui a recueilli 58% des suffrages. Sa rivale de gauche, la communiste modérée Janet Jara, a reconnu sa défaite. Il est temps de comprendre, peut-être, en tout cas de s'arrêter sur les raisons. On va bien entendu revenir sur l'histoire du Chili. Vous avez édité, vous, Bruno Tessier, un livre, c'est le 11 septembre, en faisant allusion au coup d'État de Pinochet, la fin tragique de Salvador Allende. Et on y reviendra. Sauf que le président élu n'a pas caché son admiration pour Pinochet. Alors, première question, pourquoi les Chiliens ont fait ce choix, selon vous ? Ont-ils fait ce choix, véritablement? On a un régime présidentiel. Ce sont des élections présidentielles qui se terminent toujours par deux candidats. Et là, on avait deux candidats aux deux extrémités de l'échiquier politique. Forcément, dans ces cas-là, c'est toujours les électeurs modérés, centristes, qui arbitrent. Aux dernières élections, ils avaient arbitré pour la gauche, cette fois pour le candidat de droite, le seul qui était resté, qui est un candidat d'extrême droite. Mais c'est une large victoire, Bruno Tessier, 58% des suffrages quand même. Oui, c'est une très large victoire, mais si on regarde le Parlement, il y a eu des élections législatives en même temps. Au Parlement, la gauche a obtenu 61 sièges, ce qui fait à peu près 40% de l'échiquier. La droite ne dispose que de 23 sièges. L'extrême droite ne dispose que de 23 sièges. Cette victoire est beaucoup moins nette. Le président, s'il doit tenir compte de l'Assemblée, et on espère qu'il en tiendra compte, n'a pas le pouvoir, n'aura pas un pouvoir aussi large et aussi. Mais bon, le risque, c'est qu'il ne tienne pas compte de l'Assemblée, effectivement. Bruno Tessier, on nous disait depuis pas mal d'années que la société chilienne était quand même pas morcelée, mais en tout cas, il y avait deux formes de société qui tentaient de cohabiter, deux formes de société où la réconciliation était impossible. Certains nostalgiques étiquetés à droite avaient du mal avec l'histoire, avec, on va le dire, avec le traitement de l'histoire, avec Allende, avec Pinochet. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux étaient des fervents admirateurs de Pinochet. Et d'autres,
plutôt étiqueté à gauche, qui voulait plus d'égalité, qui voulait aussi beaucoup plus de distribution de la richesse. Mais sauf que ces deux sociétés ne semblaient plus pouvoir cohabiter. C'est ce que peut-être montrent les le dernier résultat, les présidentielles, avec 58% de voix données au candidat José Antonio Cast. Oui, bon, il ne faut pas oublier que la dictature chilienne s'est terminée en 1988 sur une élection. Et oui, en gros, c'était oui ou non, est-ce qu'on garde Pinochet ou est-ce qu'on tourne la page et on... Voilà. Ça s'est terminé par un 45-55. C'est-à-dire 55% de oui, on tourne la page et 45% non, on le garde. Bon, c'était presque du 50-50. C'est un petit peu ce qu'on a depuis, hein. On a toujours une partie de l'opposition, une partie de la population qui reste nostalgique de cette époque. À chaque élection, ça se joue 50-50 avec... là, on avait une alternance parce que c'est la gauche qui était au pouvoir. Et, la gauche a obtenu quelques résultats intéressants. Il y a aussi toujours une déception des sortants. Et donc, cette fois... oui. Au fond, vous nous dites que finalement, c'est un phénomène cyclique, quoi. C'est la gauche qui est perdue. Oui, voilà. Il n'y a pas eu un rejet. Sauf que le président élu qui prendra donc ses fonctions en mars prochain, on l'a vu par exemple hier, quand le résultat a été diffusé, un groupe de personnes, de larges personnes, a scandé Pinochet, Pinochet, et on brandit des portraits de l'ex-dirigeant qu'a défendu par le passé le nouveau candidat, en tout cas le président élu dans le pays. Une dictature qui a fait quand même 3200 morts et disparus entre 1973 et 88. On aurait pensé cette période tragique aurait donné peut-être du crédit à la gauche pour longtemps. On croyait cette époque révolue, même surtout. Allez-y. Oui, sauf ce que je disais, 45% des gens étaient, au moment de la chute de Pinochet, n'étaient pas partisans de sa chute, et on n'a pas vraiment tourné la page. Les responsables des exactions et des morts n'ont pas été jugés. On n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Et c'est de l'histoire ancienne déjà. L'actuel président, le nouveau président, a été élu surtout par les jeunes hommes surtout. Et qui peut-être connaissent pas l'histoire, c'est-à-dire des jeunes, qui connaissent pas l'histoire. Il n'y a pas eu de leçon véritablement tirée de l'histoire, comme il y en a eu en Espagne, par exemple. Je vais poser la question à Karim Belgassem. Ce que nous dit Bruno Tessier, c'est que c'est un phénomène normal. Il n'y a pas être scandalisé, sauf que ce caste, c'est-à-dire ce nouveau président à partir de mars prochain, coche toutes les cases du parfait fasciste, pardonnez-moi, fils de nazi. Il vient d'une immigration allemande, il est admirateur de Pinochet, il est ultra-libéral en économie, ultra-conservateur sur les questions sociétales, anti-émigration. En face, on a eu Jeannette Yara, 51 ans, ex-ministre du Travail du président sortant Gabriel Boric. On peut que se le dire, c'est la douche froide pour la gauche chilienne. C'est une grosse défaite. Alors, on peut le voir comme ça, effectivement. Il faut quand même rappeler que le prédécesseur du président nouvellement élu, M. José Antonio Cast, n'a pas obtenu de mauvais résultats en termes d'économie ou même en termes d'immigration. Effectivement, il y a une immigration qui est contestée. Il y a toujours un taux de pauvreté, un taux d'homicide qui est quand même élevé, mais bien qu'il ait été en baisse, puisque le précédent gouvernement et président ont obtenu des résultats. Les présidents, je dirais chiliens, ne peuvent être élus que pour un mandat, donc ça favorise aussi quelque part les alternances. Alors le bilan du prédécesseur n'était pas si mauvais, mais effectivement, il y a toujours ce besoin et surtout ce mécontentement. Pourquoi ce mécontentement ? Parce que le Chili, comme ses pays voisins, ont des PIB qui sont faibles, et malgré les promesses de la gauche et tous les efforts qui ont été faits dans les domaines sociaux, les résultats ne sont pas
si tangible que ça et pas si apparent, ce qui fait que voilà, il y a une grande déception qui se répercute une nouvelle fois dans les urnes. Et puis on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Il y a aussi cette dynamique régionale, voilà, de la droite libertaire qui réapparaît un peu en Amérique du Sud, comme c'est le cas en Argentine ou comme dans d'autres pays. Donc effectivement, ce n'est pas si surprenant. Est-ce qu'il faut avoir peur? Pas forcément, c'est l'avenir qui va nous le dire, parce que le président nouvellement élu va devoir s'allier avec la droite traditionnelle. Alors, il est fort possible que si on gratte sous le vernis, pardonnez-moi pour cette métaphore, eh bien, on va retrouver un président qui va effectivement camper sur ses positions, mais qui va pas forcément appliquer l'intégralité de son programme, et ce qui fait qu'on va avoir quelqu'un d'extrême droite, mais en version allégée ou light. Justement, sur cette appellation extrême droite, une question que j'ai envie de poser à vous deux. Est-ce que on a vu les médias ce matin dire que c'est le candidat d'extrême droite qui a gagné, donc la présidentielle, le ticket présidentiel. Est-ce que c'est cette même extrême droite qu'on voit peut-être en Europe? Est-ce que on peut faire... Allez-y, Bruno Tessier. Oui, on pourrait effectivement faire un parallèle avec l'Italie. Une extrême droite qui est arrivée au pouvoir dans un pays démocratique, et qui a essayé de faire bonne figure, et qui a un petit peu mis de l'eau dans son vin. D'ailleurs, pour se faire élire, Cast a modifié son discours par rapport aux dernières élections qu'il avait perdues. Il n'y avait plus de diatribes contre l'avortement, contre les mariages gays, etc. Il s'est contenté de faire un discours anti-immigration, contre l'insécurité. Et pourtant, le Chili est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Pourtant, c'est une société qui a peur, d'après les sociologues spécialistes de l'Amérique latine. Il a joué sur la peur. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de comparaisons à faire avec l'Argentine. Milei est un tout autre style. D'ailleurs, il y avait au Chili un candidat qui était tout à fait comparable à Milei. Il s'appelait Kaiser. Il est arrivé en 3e position. Très bien. Même question, Karim Belgacem. C'est vrai que quand on voit par exemple Mélanie étiquetée à l'époque, on se rappelle quand elle était candidate, d'admiratrice de Mussolini, nostalgique du fascisme, etc. Quand elle arrive au pouvoir, c'est plus la candidate, mais c'est la présidente du Conseil italien, pragmatique, qui s'adapte, qui prend la mesure de la fonction, c'est-à-dire qui est obligé de cohabiter, de revoir certaines positions, d'arrondir les angles. Bref, vous m'avez compris. Donc, il y a la candidate, ou le candidat, en l'occurrence, pour parler du Chili, et puis il y a le président qui va peut-être devoir arrondir beaucoup d'angles. Absolument, c'est pour ça que je vous rappelais tout à l'heure l'alliance qui lui sera nécessaire avec le parti de droite traditionnel, donc il ne pourra pas faire ce qu'il veut, il ne pourra pas appliquer l'intégralité de son programme. Vous aviez rappelé à juste titre Giorgia Meloni. Qu'a fait Giorgia Meloni? Elle a régularisé des milliers d'immigrés clandestins, puisque c'était l'appel du pragmatisme. Donc il y a effectivement les slogans de campagne et puis ce qu'on va pouvoir appliquer par la suite. Par ailleurs, on a surtout souligné l'influence des immigrés vénézuéliens, qui soient illégaux ou légaux. On peut s'empêcher de faire le lien avec la situation assez chaotique au Venezuela, où on a l'impression qu'en Amérique du Sud, il y a tout un agenda économique avec l'influence américaine de Donald Trump, qui veut absolument avoir des pays alliés avec des régimes économiquement libéraux, anti-immigration, et puis éventuellement, et puis c'est même le cas, contrer l'influence chinoise qui est de plus en plus présente sur le continent sud-américain. Donc effectivement, il y a l'image des leaders d'extrême droite et puis il y a l'application de leur programme qui est beaucoup plus soft. Pardon, je reprends encore un terme anglo-saxon, mais qui est très évocateur. Et malgré la descendance qui aurait été prouvée avec l'ancien parti d'Adolf Hitler, il n'est pas certain que le nouveau président élu s'en soit la copie conforme. Donc il faut un peu raison garder et puis attendre ce qui va se passer.
Bruno Tessier, il y a quand même un phénomène, peut-être qu'on caricature, vous allez me dire ce que vous en pensez, il y a le phénomène de la montée des extrêmes droites en Amérique latine. Bon, Cast est élu, il prendra ses fonctions à partir de mars, il a été félicité d'ailleurs par Marco Rubio rapidement. On peut citer également les exemples de l'Argentine avec Milei, on a le Salvador, on a l'Équateur. Comment vous expliquez ce phénomène, cette montée de l'extrême droite alors, comment vous l'expliquez, vous nous dites que c'est au fond cyclique et à la prochaine élection, on verrait la gauche, mais pourtant il y a quand même une droite dure qui est sur le point de prendre les manettes. Oui, pas seulement en Amérique latine, mais aussi en Europe. Malheureusement, on a le même phénomène en Europe. Et même en France, c'est-à-dire oui, il y a une résonance peut-être même en Europe, même en France. Mais on a tout à fait un parallèle qui pourrait être fait entre les dernières présidentielles au Chili et les prochaines présidentielles en France. On pourrait très bien avoir un candidat d'extrême gauche face au candidat du Rassemblement national. Et que feraient les candidats, que feraient les électeurs modérés entre les deux? Voilà. Est-ce que l'extrême droite peut gagner, par exemple, peut prendre les fonctions présidentielles lors des prochaines élections? En France? Oui, en France. Si on a un Mélenchon face à Bardella, probablement. D'accord, donc finalement, c'est un phénomène... C'est exactement ce qui s'est passé au Chili. Hein. Les Chiliens ne sont pas à 58% pro-Pinochet ou pro-nazi. Mais voilà, il y a eu tout un électorat modéré qui a eu peur et qui a suivi, voilà. Et c'est la même chose qu'on pourrait expliquer en France, c'est-à-dire la peur, la résurgence d'une histoire qu'on corrige avec, en l'occurrence pour la France, l'Algérie. Le discours sur l'immigration, sur la sécurité, on peut totalement faire un parallèle entre ce qui s'est passé récemment au Chili et ce qui pourrait se passer en France d'ici 2027. Karim Belgacem, vous avez peut-être... Allez-y, Bruno Tessier, si vous voulez continuer peut-être. Oui, non, je ne dis pas ça avec joie, mais effectivement, bon, l'histoire n'est pas écrite, mais c'est évident que, la candidate de gauche, contrairement à Boris, était quand même étiquetée communiste, et le mot communiste en Amérique latine, c'est un épouvantail encore beaucoup plus puissant qu'en Europe. Est-ce qu'au Chili, on a observé le même phénomène de ces médias dits d'opinion? On sait que Bolloré apporte de l'eau au moulin à l'extrême droite. D'ailleurs, ils s'en cachent pas. Est-ce que au Chili, on a eu le même phénomène, des espèces d'oligarques comme ça qui veulent faire gagner l'extrême droite au Chili? Est-ce qu'on peut faire un parallèle également à ce niveau-là? Pas forcément l'extrême droite, mais faire gagner la droite. Ça, il y a toute une partie de l'échiquier politique. Il y a plusieurs Chilis en réalité. Hein. Il y a une partie de la population qui vit avec un niveau de vie quasi européen. Et puis il y a une partie de la population et même des minorités ethniques qui vivent dans le sud. Il y a 1 million de Mapuches, par exemple. D'accord. C'est une mosaïque, c'est une société mosaïque, en fait, ce que vous nous dites. Voilà. Et certains ont été déçus du gouvernement de gauche face aux revendications des autochtones. Très bien. Du sud du Chili. D'accord, je crois qu'on a fait le tour sur la question chilienne. Dernier sujet du jour, la montée de la tension à Caracas de Washington. Hier, le Venezuela accusé Trinité et Tobago, archipel voisin situé à une dizaine de kilomètres de ses côtes, d'avoir participé à la saisie par les États-Unis d'un pétrolier du Venezuela dans les Caraïbes. Et en même temps, Caracas a critiqué l'Union européenne qui a prolongé d'1 an les sanctions contre les responsables du pays. Karim Belgacem, on en avait parlé la dernière fois, la tension est montée d'un cran à l'endroit de Caracas. Ce n'est pas descendu. On s'approche de plus en plus au seuil critique entre Washington et Caracas.
Tout à fait, cela fait déjà plusieurs mois que la tension monte. Alors, il y avait Donald Trump, comme à son habitude, a soufflé le chaud et le froid, puisqu'il s'était entretenu en début de mois avec le président Maduro. Donc, Donald Trump n'a pas révélé l'intégralité des échanges qui ont eu lieu, mais effectivement, plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il y a une pression énormissime qui est mise sur le président Maduro. On lui suggère de pouvoir partir en exil en Russie, en Colombie, aussi en Turquie. On a parlé de beaucoup de pays alternatifs, puisque M. Maduro, on peut lui reprocher certaines choses, mais effectivement, c'est un président qui dérange, vu qu'il a soutenu la Palestine et critiqué tout ce qui s'est passé, là, le génocide à Gaza. C'est aussi un président qui ne veut absolument pas d'une collaboration et surtout d'un retour du prix Nobel de la paix, Madame Machado, qui soutient officiellement Monsieur Netanyahou et puis Monsieur Trump. Donc le Venezuela est un pays qui dérange. C'est un pays qui dérange puisque les Chinois y sont également très présents. Donc effectivement, le Venezuela contient tous les ingrédients pour être le pays à abattre ou à déstabiliser. Maintenant, est-ce que Donald Trump et les États-Unis auront intérêt à faire une opération militaire ou à effectuer un coup d'État? Pas forcément, mais en tout cas pas dans l'ancienne manière. Donc, il y a, si vous voulez, il y a des éléments de pression qui se font actuellement à travers les Américains sur le président Maduro pour qu'il quitte le pouvoir de lui-même, et il risque, je dis bien il risque d'y être invité par des pays partenaires comme la Colombie, bien que Vladimir Poutine a très récemment, apporté son soutien au président Maduro, mais va-t-il aller jusqu'à le soutenir, jusqu'à une intervention militaire? On ne va pas se risquer à ce type de pronostic. On verra effectivement. Bruno Tessier, c'est vrai, depuis août, Washington déploie dans les Caraïbes une importante présence militaire, officiellement pour lutter contre le trafic de drogue à destination des États-Unis. Caracas, de son côté, estime de la voix même de Maduro qu'il s'agit rien de moins d'une opération visant à évincer lui-même, Nicolas Maduro, et aussi de s'emparer des immenses réserves de pétrole du pays. Est-ce que, selon vous, c'est ça l'explication? Oui, probablement, mais... Ou y a-t-il autre chose? On peut penser à un deal avec Poutine en disant vous me laissez tranquille au Venezuela et je vous laisse l'Ukraine. Et pareil, un deal avec les Chinois. On a une logique d'empire là. Et bon, les Chinois, chacun serait tranquille dans sa zone en quelque sorte. Un partage du pouvoir, c'est le retour de la guerre froide en fait, sous une autre version. Voilà, c'est-à-dire en fait... les cadeaux que Trump pourrait faire à Poutine sur l'Ukraine, bon, il veut aussi sa part. Et sa part, ça pourrait être le Venezuela ou le Groenland. Voilà, en tout cas, avoir les mains libres dans sa zone d'influence. Ce qu'il considère comme sa zone d'influence. Il y a un dernier rapport qui est sorti il y a 10 jours sur la stratégie nationale aux États-Unis où l'Europe en prenait pour son grade en disant que l'immigration était le problème principal en Europe et que si on continuait comme ça, l'Europe allait un tout petit peu perdre sa population caucasienne, qu'il fallait qu'elle se reprenne en main. Tout simplement, voilà, c'était un appel à une remise à niveau pour les Américains. Et à la fin, la conclusion, c'était que les Américains allaient désormais se concentrer sur l'hémisphère ouest. C'est un peu un retour à la doctrine Monroe version 2025. Oui, c'est ça, c'est la doctrine Monroe, ça, effectivement. Bon, quand il s'agit, pour ce qui est de l'immigration en Europe, l'Europe a absolument besoin de l'immigration. On a un taux de fécondité de 1,5 enfants par femme. On ne peut pas faire... voilà. Ça fait partie de notre avenir. Karim Belgassem, allez-y, Bruno Tessier. Voilà. L'immigration, d'ailleurs, on a cité Mélanie tout à l'heure qui avait régularisé plusieurs centaines de milliers d'immigrants. Mais elle n'a pas le choix. Il n'y a plus d'enfants en Italie. Et c'est un phénomène qui est général à l'échelle de l'Europe. Donc, je veux dire, c'est thème de l'immigration qui a permis à
aux Chiliens de gagner ou à Trump de brandir des menaces. C'est un argument qui ne tient pas démographiquement ou économiquement. Karim Belgacem, si on pouvait faire le lien avec le sujet en début d'émission, à savoir le phénomène du terrorisme au Sahel et qui menace pas mal d'États en Afrique, et ce sujet, c'est-à-dire le Chili, la montée de l'extrême droite au Chili et ailleurs, finalement, est-ce que c'est pas la mort de la mondialisation? On voit plusieurs sociétés se crispent. On a tendance à voir du côté de l'extrême droite ce qu'elle propose au niveau sécuritaire, au niveau de la politique anti-immigration. C'est vrai qu'on voit que c'est une tendance un peu générale, un peu mondiale. Est-ce que la mondialisation est définitivement morte, ou en tout cas il faudra la conjuguer d'une autre manière? Il est absolument certain qu'elle change de visage, principalement depuis 5-6 ans, avec la crise Covid, la guerre en Ukraine, le retour de Donald Trump qui veut imposer un certain monde, je dirais, nouveau. Le monde est en train de changer, l'Europe est en crise, est en déclin, la Russie se fait vassaliser par la Chine. La Chine a comme ambition d'être le premier pays le plus puissant à l'horizon 2049. Elle va peut-être y arriver. L'hégémonie américaine est de plus en plus contestée par les pays du Sud, global. Donc effectivement, l'Amérique du Sud ne peut pas échapper à ce changement de paradigme. On a l'impression aujourd'hui qu'en Amérique du Sud, il y a un effet domino qui fait que peut-être que le Venezuela va passer sous un régime libéral. Peut-être que d'autres pays également. On fait que l'impossible peut être possible, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Donc, on est face à un changement de paradigme total que dictent un petit peu les États-Unis aussi par la force de Trump. Ce qui est certain, c'est que malheureusement, l'Europe se retrouve en déclin et perdante sur tous les plans, et on se demande vraiment comment elle va s'en sortir. Et je ne peux m'empêcher de faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure sur la probable arrivée de l'extrême droite en France. C'est un fait qu'on ne peut pas occulter, bien entendu. Et ça sera le mot de la fin. Avec moi ce soir, Karim Belgacem, analyste en stratégie internationale et enseignant. Merci d'avoir été des nôtres. Et je remercie également Bruno Tessier, géopolitologue et éditeur, à qui je dis à bientôt. Et je remercie bien naturellement l'Échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24 News et on se retrouve samedi. D'ici là, portez-vous bien.